Coucou tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo simple, court sur les lampes de sel. Alors, parce que j'ai de temps en temps des gens qui se posent des questions, c'est quoi les lampes de sel? Oui, mais c'est décoratif, c'est pas thérapeutique, ça n'a rien à voir avec la litho. Et bon, ben voilà, il y a plein de questions. Forcément, à toutes ces questions, il y a des réponses. Et donc, malgré que j'avais fait une petite fiche déjà sur les lampes de sel dans notre rubrique Le saviez-vous? Bon voilà, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo et d'en profiter de vous expliquer un petit peu plus comme ça avec des exemples un peu plus clairs que sur un écrit sur une fiche. Donc, alors déjà, lampe de sel. Alors, il faut déjà faire la différence entre le sel himalayen et le sel polonais. Alors, le sel himalayen, il a plus ou moins 300 millions d'années, voire un peu plus, entre 320 250 millions d'années, alors que le sel polonais est plus ou moins 50 à 100 millions d'années plus jeune. Alors, quelle est la différence? C'est pas la charge, c'est principalement la cristallisation qui va être différente. Et donc, du fait que le sel himalayen est beaucoup plus ancien, elle est beaucoup plus cristallisée. Et donc, on a des blocs de sel bien massifs, bien durs, qui même ne s'effritent pas. Chose qui se passe beaucoup plus, qui est beaucoup plus fréquent avec les lampes polonaises. Alors, le deuxième effet aussi sur les lampes polonaises, par exemple, l'effet un peu négatif, un peu contraignant, c'est que les lampes polonaises, du fait qu'ils sont moins cristallisées, donc moins compactes, moins dures, ils sont beaucoup plus sensibles aussi à l'humidité. Et donc du coup, on voit souvent des gens qui disent oui, mais j'ai des taches blanches en dessous de ma lampe, elle coule, elle sointe, etc. Alors ce phénomène, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver même avec des lampes qui viennent de l'Himalaya, vraiment des vrais sels himalayens. Parce que voilà, il faut aussi savoir que Himalaya est devenu entre guillemets un nom de produit. On dit maintenant partout des lampes de sel Himalaya, comme on peut dire un Bic. Alors un Bic, c'est quoi? C'est un stylo bille de la marque Bic. Et donc aujourd'hui, on a pris cette marque comme référence. Le sel himalayen, c'est devenu la même chose. On peut vous vendre des sels himalayens sur le packaging et en dessous, il y a marqué provenance Pologne. Pourquoi on le vend sous himalayen? Tout simplement parce que c'est devenu un nom commercial. Et donc faites attention déjà là-dessus. Mais bon, donc le problème du sel polonais, comme il est un peu moins cristallisé, moins compact, moins dur, il est plus sensible à l'humidité. Et donc si votre local, votre pièce, va avoir un taux d'humidité supérieur à 55, 60 voire 65% d'humidité dans l'air ambiant, ben forcément le sel étant un absorbeur, il va accumuler l'eau. Le sel, il va se mettre à un moment donné à saturation et il va commencer tout simplement à pleurer. C'est comme une éponge. Vous allez éponger votre eau ou un Scotex, un sopalin pour les Français. Vous allez éponger votre eau jusqu'au moment où l'éponge est pleine. Le reste va couler. Votre lampe, c'est exactement la même chose. Elle va absorber l'humidité. Tant qu'elle peut dégager ses ions, elle ne coulera pas. À un moment donné, votre lampe, elle est tellement saturée en eau, en humidité, elle va couler, elle va sointer. Alors, c'est quoi en fait ce phénomène? C'est tout simplement le sel qui va, entre guillemets, se dissoudre avec l'eau, mais en s'évaporant, elle va se recristalliser. Donc là aussi, un petit peu le fait de dire oui, mais jamais d'eau sur votre lampe de sel, elle va fondre, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est archi faux. Et je vais vous le prouver simplement. J'ai fait un petit essai avec du sel himalayen en grains. J'ai mis dans un verre rempli d'eau. Pendant 2 mois, je l'ai laissé évaporer en rajoutant chaque fois de l'eau. 2 mois après, mon sel, qu'est-ce qu'il a? Il est devenu tout dur, il ne s'effrite pas et il s'est recristallisé. Donc en fait, mon eau va faire dissoudre légèrement à quelques pourcentages mon sel, et en s'évaporant, mon sel va se recristalliser. C'est d'ailleurs aussi un de ces phénomènes qui nous provoque parfois des petits problèmes cardiovasculaires avec le sel. C'est qu'il se dissout dans notre aliment, dans l'eau qui bout pour les pâtes, pour les pommes de terre ou peu importe. On ingère,
le corps va éliminer l'eau et le sel va se recristalliser, tout simplement. Donc votre sel, il ne fond pas. On parle bien naturellement d'un sel himalayen, d'un sel qui est vraiment cristallisé. On ne parle pas d'un sel des bassins d'Arcachon ou autres qui... d'Arcachon... soit bref, des bassins salins standards, ce qu'on appelle le sel de mer, ça n'a rien à voir. Le sel de mer est beaucoup plus soluble que par exemple le sel himalayen ou le polonais. Mais voilà l'effet, le résultat, donc mon sel il s'est tout simplement recristallisé. Dont d'ailleurs on voit des grains qui n'ont même pas fondu, qui se sont même pas dissous. Donc c'est faux quand on dit attention, ne frottez pas votre lampe, la mettez pas sous l'eau, c'est faux. Alors qu'est-ce qui va se passer si elle sointe un petit peu? Donc elle va s'évaporer et le sel va se recristalliser sur les parois. C'est une poudre qui est moins cristallisée. Vous prenez une petite loque, un petit torchon humide ou un essuie de vaisselle par exemple humidifié, vous passez au-dessus de la lampe et cette poudre de sel cristallisé va se refondre de nouveau sur votre masse. Si vous avez des poussières sur votre lampe ou autre, prenez simplement une brosse à cuisine, vous la mouillez, vous secouez et vous frottez votre lampe. Voilà, ça sont des ondits qui ne sont pas fondés, donc allez-y, n'ayez crainte pour une fois passer votre lampe sous l'eau. Maintenant faites attention sur le bord en bois, parce que bon là le sel, quand c'est corrosif, il va attaquer votre bois, à la limite le vernis, mais ça avec un peu d'huile vous repassez dessus, mais le bois va aussi se désagréger et il risque de se fissurer ou de se casser, voire un petit peu se décomposer. Donc faites juste un petit peu attention à ça. Après, une fois que votre lampe a été nettoyée, qu'elle a été donc humidifiée, vous l'allumez simplement. La chaleur de la lampe va faire évaporer l'eau et votre sel va se recristalliser et votre pierre devient de nouveau dure. Donc voilà un petit peu ces faux dits, voilà. Je suis pas là pour contredire les gens, je suis juste là pour apporter forcément un petit côté plus juste. N'ayez crainte si, mon Dieu, il y a un petit peu d'eau sur votre lampe. N'ayez crainte si vous la passez juste un petit coup sous le robinet parce qu'il y a de la poussière dessus. Donc, allez-y. En plus, pour faire dissoudre un bloc comme ça, je défie n'importe qui de mettre ça dans un seau d'eau et de revenir dans un mois. La lampe, elle sera toujours là. Ça, je vous le promets. Donc voilà. Après, bon, quelle est l'utilité maintenant de cette lampe? C'est très simple. Principalement deux utilités. Première utilité, c'est la lumière, la luminosité. C'est une couleur orange et donc on sait très bien que ces couleurs-là sont des couleurs relaxantes qui peuvent stimuler un petit peu après un repos, qui peuvent stimuler de nouveau une nouvelle énergie. Ce sont des lampes que je déconseille malgré tout à utiliser comme lampe de chevet pour la lecture. Le taux de luminosité n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir lire le soir au lit ou dans le canapé avec uniquement cette lumière-là. Ça risque quand même de fatiguer plus vos yeux parce que la lumière n'est pas suffisamment éclairante. Donc ça je déconseille. Mais comme éclairage d'ambiance, c'est superbe. Un éclairage le soir en regardant la télé ou autre, une petite lampe comme ça allumée, ça apaise, ça calme, ça coupe aussi la luminosité des écrans puisqu'on a un contraste avec cette lumière un peu plus douce qui va un petit peu adoucir justement l'effet de luminosité de nos écrans. Donc c'est un très très bon compromis pour doser ça. Donc ça c'est principalement un effet, je dirais, décoratif, apaisant, relaxant. Le deuxième effet de ces lampes-là, c'est que justement, avec l'humidité dans l'air et donc la chaleur qu'on va produire par la lampe ou simplement la chaleur ambiante, l'humidité ou l'eau que le sel a absorbée va s'évaporer. En s'évaporant, elle va dégager des ions négatifs dans l'atmosphère. C'est un peu le même effet que si on allait tout simplement mettre un ionisateur d'air dans notre local. Là, vous en avez un qui est tout à fait naturel, une lampe, une petite source de chaleur.
Maintenant, au niveau de cette source de chaleur, j'en vois souvent qui me disent « Ouais, mais mon ampoule, elle pète tous les 5 minutes. » Alors, il faut savoir qu'une ampoule incandescente, même si on n'en trouve quasi plus, mais ça existe encore pour les lampes de frigo ou de four par exemple, ces lampes dégagent une énorme source de chaleur. Cette source de chaleur, elle est emprisonnée dans une petite cavité dans le fond de la grotte. Forcément, au plus chaud que ça va être, au plus vite que la lampe va sauter parce qu'elle ne résiste pas. Voilà aussi pourquoi on conseille toujours des lampes pour four, parce qu'en général, quand le four il fonctionne à 250 degrés, la lampe elle résiste, ou elle est prévue pour, du moins. Par contre, n'allez pas mettre dans une lampe comme ça une ampoule à 100 watts. Vous allez d'une part complètement déshydrater votre lampe, et puis vous allez dégager beaucoup trop d'ions négatifs par cette source de chaleur, qui à un moment donné, ça aussi sera totalement inutile, parce que les ions sont dégagés par l'évaporation de l'eau, par une réaction chimique eau-chaleur. Donc s'il n'y a plus d'eau dans votre lampe parce qu'elle est asséchée par la source de chaleur, elle ne sert à plus rien. Donc l'idéal, ce que nous on conseille, c'est une lampe de 15 watts pour des lampes qui vont jusqu'à plus ou moins la majorité des temps 15 watts, c'est pour des lampes allant jusqu'à maximum 20 kg, quelque chose comme ça. Sur la fiche, il y a un petit calcul où on peut vérifier. On va prendre par exemple une lampe de 20 kg, ben on va augmenter une lampe de 25 watts. Des lampes par exemple de 100 kg, ben on va aller sur 25 à 40 watts. Donc c'est ici un petit peu par rapport au volume de la pierre qu'on va doser la lampe. Maintenant, au niveau du volume de la lampe aussi, n'allez pas mettre une lampe de 150 kg, un bloc d'un demi-mètre cube dans une toilette. Là, bon, voilà, ça sert à rien. Mais ne mettez pas non plus une lampe de 1 kg dans une salle de fête, par exemple, ou un local de réunion. Là, la lampe n'aurait aucun effet parce qu'elle est trop petite, elle n'est pas assez dimensionnée. En général, on conseille plus ou moins 1 kg de sel par 6 mètres carrés de volume. Donc une pièce par exemple de 20 mètres carrés, donc un petit living par exemple, une lampe de 3 à 4 kg est déjà suffisant. Maintenant, si vous voulez quand même une belle lampe, moi par exemple j'en ai une de 25 kg dans mon living, qui fait 35 mètres carrés plus ou moins, donc je suis un peu surdosé. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, par 2 kg que je suis au-dessus de mon poids, je vais diminuer l'éclairage de 1/4 d'heure. Donc si j'ai besoin d'une lampe pour mon volume de 4 kg, je la fais brûler par exemple 3 heures. Ben, là j'en ai mis une qui est 4 kg, ben, elle fait 4 fois plus. Ben, je vais diminuer des 4 fois 1/4 d'heure, donc je la laisserai brûler 1 heure en moins pour compenser un petit peu justement ces dégagements d'effets d'ions négatifs qui vont se compenser avec les ions positifs qui sont en général chargés dans le local. Donc voilà un petit peu en gros. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit calcul sur justement le dimensionnement d'une lampe pour un local, pour un volume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-moi, on est là pour. Vous savez aussi que ben voilà, vous pouvez tous les trouver sur notre site. On a toute une gamme de bruts, de modèles sculptés, etc. En bougeoir, 1 trou, 2 trous, 3 trous. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être dernière petite chose aussi, parce que les gens me posent souvent la question, pourquoi la différence entre un sel gris, un sel blanc, un sel rose? C'est tout simplement sa charge d'impureté dans le sel gris ou la charge de fer dans un sel orange rose. D'ailleurs on voit souvent un peu comme un quartz hématoïde, comme on voit ici, toutes dans les veines, c'est simplement des charges de fer. Donc ici on voit aussi des charges de fer, des impuretés. Il faut savoir que ce sel est comestible, donc il n'y a aucun problème. Je dirais plutôt, si vous prenez du sel Himalaya pour votre cuisine ou autre, essayez de prendre toujours un sel le plus clair possible, simplement parce qu'il va être trop chargé en fer. Et bon, ça donne un petit goût peut-être aussi, mais voilà, on essaye de prendre la partie toujours la plus claire possible du sel si on veut l'utiliser
dans notre cuisine ou sur notre entrecôte, sur le barbecue. Donc voilà, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très très bientôt. Oui, peut-être la dernière petite chose. Prochaine vidéo, ce sera sur un petit sujet. Ce sera l'ambre. Donc je vais faire une petite vidéo sur l'ambre qui va expliquer un petit peu les différences entre le vrai et le faux. Je viens justement de voir comme ça passer quelques petites conversations où on dit non, c'est pas vrai, l'ambre, il n'y a pas du faux, ça n'existe pas, etc. Alors que moi je peux vous prouver que l'ambre est à 80% faux de ce qu'on trouve sur le marché. Et ça je peux vous le prouver tant scientifiquement avec des preuves dans des magasins. Et donc je ferai une petite vidéo sur le miel de fortune et mémoire de vie, qui est au fait le titre d'un très très bel ouvrage sur l'ambre qui est écrit par Eric Guignard, qui est vraiment le plus grand pour moi, enfin, je dirais c'est le maître de l'ambre. Donc voilà, un petit sujet sur justement cette belle pierre qui n'est pas vraiment une pierre, que j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.